Bien, bonjour à tous. Nous sommes absolument désolés de ce... On a un écho terrible, donc j'espère que ça va s'arrêter. Nous sommes absolument désolés pour ce léger retard sur le planning. Il y a eu quelques petits soucis dans la salle. Donc, nous allons nous occuper d'innovation et d'obsolescence programmée. Alors, évidemment, dans un séminaire qui est exclusivement consacré au choc des temps, eh bien, écoutez, je crois qu'on a un couple qui se rencontre bien, celui de l'innovation qui devrait théoriquement nous transporter demain, et puis celui de l'obsolescence qui nous rappelle que on va tous un jour ou l'autre passer à la casse. Et donc, on va courir après ce temps, le temps de demain et le temps d'hier ou de tout à l'heure. Et nous allons le faire sous le pilotage de Marc Guillaume, qui a organisé cette session, qui est membre éminent du Cercle des économistes, avec Alec Ross, qui est conseiller pour l'innovation de Madame Hillary Clinton. Il est actuellement spécialisé toujours dans les hautes technologies et il est en train d'écrire un livre sur les conséquences et les interactions de l'évolution de ces hautes technologies sur les rapports à la fois géopolitiques et politique interne. Nous avons aussi Charles Becbédé, que certains d'entre vous connaissent personnellement, qui est ingénieur de formation, qui préside une holding industrielle et financière où se trouvent des activités agricoles, de la géothermie, de la gestion d'actifs. Bref, c'est monsieur touche-à-tout. Il va nous dire comment on peut innover en touchant partout. Lorraine Donnedieu de Vabre, avocat, spécialiste du droit de la concurrence, qui connaît bien les arcanes du droit européen, va faire les transitions nécessaires entre les évolutions industrielles et puis les évolutions sociétales. Et puis nous avons Monsieur Gupta, qui est professeur à l'Indian Institute of Management et qui est aussi professeur associé en management de l'innovation à la European Business School à Berlin. Philippe Lazare, le président d'Ingenico, qui est un acteur global de solutions de paiement, qui dans les magasins, mais surtout par Internet maintenant de plus en plus et par mobile, et qui est au carrefour donc des innovations et puis de l'acceptation par les consommateurs de ces évolutions, et puis aussi peut-être par le législateur, ça pose peut-être d'autres problèmes. Dominique Maillard, c'est le président de RTE, le transport d'électricité en France, c'est grâce à lui qu'on a un peu de clim aujourd'hui, si elle tient jusqu'au bout. Et puis Bethléem Tilaou Malemou, qui est la fondatrice de Soul Rebel, qui est la première et à ce jour apparemment unique société à rayonnement international dans le domaine de la mode. On l'appelle la concurrente de Christian Louboutin et de Jimmy Choo. Ça dira beaucoup de choses aux dames, ça dit beaucoup moins de choses à moi, mais il paraît que ce sont deux références. Et donc voilà, CNN la range parmi les 12 femmes entrepreneurs qui ont bousculé la façon de faire du business dans le monde. Donc elle va nous raconter comment elle a utilisé l'innovation et peut-être aussi l'obsolescence pour monter cette extraordinaire aventure qu'elle pilote aujourd'hui. Mais c'est Marc qui va introduire ce propos qu'il a organisé et qui va nous poser les grands thèmes qui devraient nous fédérer et nous permettre d'évoluer sur cette thématique. Nous allons essayer de tenir nos temps de manière à ce que vous ayez la possibilité de dialoguer avec nos intervenants. Voilà, Marc. Merci. Oui, innovation et obsolescence programmée, ce n'est pas un titre très attractif. C'est un peu technique, c'est un peu obscur. Je vais tenter de vous inviter à faire un voyage parce que finalement l'innovation c'est très diversifié. Il y a toute une famille d'innovation et d'obsolescence et c'est le lien entre innovation et obsolescence qui permet de découvrir ces familles. Dans un premier temps, il y a de la provocation dans ce titre, parce que l'innovation, c'est plutôt positif, et l'obsolescence, surtout si elle est programmée, c'est plutôt négatif. Est-ce qu'on peut mettre le mal au service du bien? Pour les économistes, la réponse est plutôt positive. Ils cristallisent cette opposition dans un oxymore introduit par Schumpeter et qui a eu un certain succès, la destruction créatrice. Reste que le bilan n'est pas facile à faire et que, en période, c'est sans doute plus douloureux
plus insupportable en période de récession qu'en pleine croissance. Et puis les choses sont plus compliquées encore parce que il faut distinguer, et je vous propose une classification avec des frontières quelque peu poreuses. D'abord, il y a ce que j'appellerais l'obsolescence abusive. C'est typiquement ce que l'on a en tête, l'on imagine lorsqu'on introduit par exemple dans un appareil électroménager une pièce qui n'est pas durable et qui va donc conduire à des classements prématurés. Alors ça peut être un dispositif technique subtil, ça peut être aussi la mise à l'écart d'une technologie qui permettrait plus de durée, plus de pérennité. Cela me fait penser à un film anglais de 1951 qui s'appelle L'homme au complet blanc, dans lequel la technologie permettant d'avoir un tissu inusable, évidemment, inquiétait les producteurs et d'ailleurs les syndicats de travailleurs. Ce procédé, qui est ancien, d'ailleurs, on le repère dès le milieu du XIXe siècle aux États-Unis, me semble quand même, d'abord, évidemment condamnable, et je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage récent de Serge Latouche, Bon pour la casse, il est condamnable et d'ailleurs les organisations de consommateurs le condamnent. Il me semble qu'on n'a pas trop à insister sur cette forme d'obsolescence qui appartient peut-être au passé du développement capitaliste, du moins je l'espère. Ensuite, il y a ce que j'appellerais l'obsolescence ambiguë. Ambiguë parce qu'elle reflète à la fois l'élan et les limites de la société de consommation qui est un peu dépassée aujourd'hui, mais à laquelle aspirent les pays émergents. Alors c'est d'abord le désir du nouveau qui est en jeu notamment dans tous les secteurs qui sont soumis au modèle de la mode. Alors le vêtement, les accessoires du vêtement, le mobilier, voire la cuisine. Et puis à côté de ce désir de nouveau, il y a aussi le désir de bénéficier des derniers perfectionnements techniques. Alors c'est quelque chose qui se développe dans les secteurs par exemple de l'automobile, de l'informatique, de l'audiovisuel, de la téléphonie. Évidemment, on voit bien que c'est l'intérêt des producteurs d'avoir un renouvellement accéléré. On peut contester le rôle qu'ils jouent dans ce processus, ainsi que le rôle de la publicité, bien évidemment. Cela dit, même si le progrès technique est un peu superficiel, artificiel, c'est quand même un progrès technique, ce n'est pas du nouveau pur, et cela peut conduire à un saut technologique. Au moins, peut-on souhaiter que les objets déclassés prématurément puissent être réutilisés via, par exemple, les marchés d'occasion qui se développent très fortement, et qu'en tout cas, il y ait qu'il n'y ait pas un gaspillage excessif des matières premières. Alors j'en arrive aux deux dernières formes d'obsolescence qui sont au cœur sans doute des interventions de ce matin. La troisième, donc, c'est l'obsolescence programmée. Alors il s'agit finalement de prévoir, et c'est légitime, c'est même indispensable, de prévoir le remplacement des équipements menacés d'usure, menacés de perte d'efficience. C'est un problème classique d'économie industrielle et c'est un problème encore plus compliqué quand le déclassement doit être compris, prévu en fonction du contexte technologique, bien sûr, économique, social et même juridique. C'est effectivement les interventions des industriels et de la juriste vont nous montrer la complexité de cette réflexion sur l'obsolescence programmée. C'est effectivement stratégique et c'est un enjeu de compétitivité majeur. Et enfin, quatrième forme d'obsolescence, l'obsolescence que j'appellerais imposée. On pourrait même dire l'obsolescence qui déborde les capacités des entreprises, notamment des grandes entreprises, à prévoir des évolutions sociales, culturelles, souvent lentes, confuses, mais également souvent irréversibles. Je pense en particulier à tout ce qui nous fait passer, à ce virage
qui caractérise sans doute notre époque, qui nous fait passer d'une croissance matérielle à un développement plus qualitatif et plus durable. Plus de services que de propriété, plus de partage, plus de commerce C2C, plus de solidarité et d'équité. Et il est très difficile de prévoir ces évolutions. Ce sont souvent justement des obsolescences qui débordent les capacités d'analyse, voire la volonté d'agir des très grandes organisations. Et c'est souvent des micro-entreprises qui s'appuient d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'elles savent exploiter, qui profitent de cette forme d'obsolescence et introduisent de nouvelles formes de création répondant à des demandes tout à fait nouvelles. Et de ce point de vue, les interventions de Bethléem Alemou et de Charles Beck-Bédé vont être de belles illustrations de cette forme d'obsolescence. Un dernier point d'ailleurs sur ces formes d'obsolescence qui rejoignent ce que sans doute Anil Gupta va nous expliquer. Elles prennent une forme en quelque sorte biologique. Il s'agit d'autocorrection, d'autoproduction, ce que M. Gupta appelle l'autopoïsis. Moi je parlerai plutôt d'apoptose. L'apoptose, c'est ce qui fait que les arbres perdent leurs feuilles à l'automne pour lutter contre la déshydratation, ce qui leur permet de survivre et d'avoir un nouveau feuillage au printemps. Je crois que dans la période de transformation, de virage que nous connaissons, que nous devons réussir, il va falloir que le tissu économique sache justement affronter ces processus d'apoptose. Et je dirais en conclusion que les diverses formes d'obsolescence et d'innovation que j'ai esquissées s'inscrivent toutes dans cette question essentielle. Non pas seulement changer pour que rien ne change, comme disait le prince de Lampedusa, mais finalement savoir disparaître, comme l'a dit tout à l'heure Christian, savoir disparaître pour permettre la naissance, la renaissance et la vie. Je vous remercie. Et nous allons maintenant avoir un plus large propos introductif avec Alec Ross. Alors, évidemment, quand Marc parle de perdre ses feuilles, eh ben, avec un Américain qui semble avoir génétiquement la capacité à la fois de la perdre et d'en fabriquer de nouvelles, nous allons voir comment Alec, qui conseille Madame Clinton, imagine l'innovation dans son rapport avec l'obsolescence. Alec ? Thank you. It's nice to be in Aix-en-Provence. Having just come out of government, I was used to spending a lot more time in places like Afghanistan, Syria, the Congo. So now that I am newly out of government, I get to come here. It's much better this way. I want to start by telling a story. I have a dear friend who works at the World Bank, and for many years she has traveled to Togo, small country in Western Africa, which has a per capita GDP of about 600 euro per year. And for years she's been going to Togo, and every time she goes, she visits this same village and goes to the same street corner where the same young man is selling tin toys, these toys built out of scrap metal, which if you've traveled in West Africa, you've probably seen. Young man with bare-chested and no shoes, and she's done this for years. And she told me that the last time she went and visited this young man, but this time he had a very nice shirt on, he had very nice trainer shoes on, and she went up to him and he said to her, he said, "Madam, every time you come to my country, you come to my village, you visit me on the street corner, and you buy one of the 2 or 3 toys that I have on display. In the future, why don't you just email me? Tell me that you're coming. Tell me what kind of toy you want me to make, and I'll have it here waiting for you. Or, if you have a smartphone like me, you can take a picture of something back in America, send the file to me here in Togo. I'll make a toy that looks exactly like that." Here's my point in telling that story. When the teenage
tin toy maker in Togo is now connecting to the global marketplaces and building individualized goods using increasingly powerful and ubiquitous information networks. The province of innovation and connectedness is no longer exclusively the province of the wealthiest and most elite. It is something that now is the province of the many, and this is good for all of us. My own introduction, for the most part, into this world of innovation came as an entrepreneur. I started a company many years ago, but then in politics, what I'm best known for was a process of innovation and obsolescence, for lack of a more diplomatic word, in the political realm. In 2007, in February of 2007, I joined the presidential campaign of somebody who was supposed to have no chance of winning. He was black, and no black person had ever been elected president of the United States. He had a funny name, Barack Obama. He had only been in national politics for 3 years, and he was running against this biggest figure in American politics, Hillary Clinton. And in February of 2007, when everybody said we were stupid for deciding to run for president, we had to come up with a strategy for how to be competitive against Hillary Clinton when all of the data suggested that it was impossible. And the decision that Obama made was to say, look, Hillary is a smart woman. She's going to run the best possible 20th century campaign. Let's us run the first ever 21st century campaign. And so we use technology as a way of completely disrupting something very old in the United States, which are these presidential campaigns. And we made completely obsolete the way that campaigns were run. And it was from this, after the experience of this, having helped defeat Hillary Clinton, that when Obama asked her to be his Secretary of State, she said, hey, young man, you work for me now. Yeah, I don't want to be obsolete. Let's figure out how we can take something else that's been very old and very traditional, diplomacy, and let's see if we can modernize it. And let's see if we can actually create obsolescence within forms of diplomacy that we know to be non-functional. You know, if I were still in government, I guess I could have read all of your emails and intercepted all of your mobile phone calls to guess what I should talk about during my remarks. But now I'm out, so I can't do that anymore. But most of you who I spoke to before taking the podium here today said, in your remarks, could you please give 2 or 3 pieces of advice? The kinds of advice that you might have given to Barack Obama for 2 years and then Hillary Clinton for 4 years about innovation and the ways in which we can further integrate it into the French ecosystem. And so that's what I wanted to do, with basically 3 key observations. The first is that in order for innovation to be something that creates more of a net positive within Europe generally and within France specifically, there has to be more room created for youth. It's oftentimes the case that when I'm in traditional settings, I'm the youngest person speaking at 41. But when I'm in Silicon Valley, I'm oftentimes the oldest person speaking. And I think that the answer for how to harness innovation effectively for sustainable economic growth is to figure out how to create more places for young people within traditional, normally hierarchical settings. The second thing that I would say is, if you want your society to be more competitive in an increasingly global competitive marketplace,
where innovation can come from Togo, where innovation can come from Asia, where innovation can come from any of the 4 quarters of the world. You need to make more of an effort to not exclude half of your population, which is women. Innovation, and particularly technological innovation in science, technology, engineering, and mathematics, oftentimes is too often the province of just men. And so what I believe is that in the next 10 to 15 years, the states that do the best will be those who figure out ways in which they can encourage half of the population to fully participate. I recently read a study by Goldman Sachs which said that if the European Union, if within Europe the barriers to full participation by women were lessened, it would mean a 14% increase in GDP. That is bigger than any stimulus package. That's better than any, program of austerity could create. 14% increase in GDP, that's remarkable. I'm not, I didn't conduct the study, but if that's even vaguely true, it would be remarkable. And then my third and final observation is that it's critically important to not fear failure. The most breakthrough innovation comes in a very risky environment. And to the extent that we in America succeed in producing the innovations that propel the industries and businesses of the future, it's because we have a culture that allows for the very risky allocation of capital and for young people to try and fail. In this regard, I'm very motivated by the observation made by our president 100 years ago, Theodore Roosevelt, who said it is far better to dare mighty deeds, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much because they live in a gray twilight that knows neither victory nor defeat. Thank you. On va changer de prisme et on va avec Dominique Maillard, le patron de réseau de transport d'électricité en France, s'intéresser à ces innovations très souterraines, puisque nous les consommateurs on ne les voit pas, et apparemment elles sont extrêmement nombreuses et probablement stratégiques dans le développement des nouvelles sources d'énergie. Dominique ? Oui, merci, bonjour à tous et à toutes. Vous attendiez peut-être à voir un fabricant de machines à laver ou de réfrigérateurs qui vous aurait parlé justement de l'obsolescence programmée, qui pratique ou qui ne pratique pas. Moi, je vais vous présenter le cas d'une entreprise de service qui a pour vocation d'acheminer l'électricité entre des centres de production et puis des centres de consommation, tout en gérant aussi d'ailleurs des interconnexions parce que nous sommes interconnectés avec nos voisins. Alors pourquoi nous sommes sensibles à cette problématique de l'obsolescence? Je vous laisserai soit peut-être la qualifier selon la typologie qu'a évoquée Marc Guillaume tout à l'heure, mais je voulais vous mentionner que nous sommes en fait à 4 carrefours importants qui chaque fois nous posent cette question de l'obsolescence et de la façon de s'en sortir, c'est-à-dire de recourir à l'innovation. Premier carrefour, carrefour de technologie. Bon, vous connaissez nos ouvrages, ils ne plaisent pas à tout le monde d'ailleurs, 100 000 km de lignes, 300 000 pylônes, un certain nombre de postes. On a l'impression que la technologie n'évolue pas. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que les vitesses d'évolution sont lentes, et elles ne sont pas toujours visibles. Et puis d'un autre côté, une partie invisible, ce sont les nouvelles technologies de l'information. Vous savez que dans nos centres de contrôle, on rafraîchit 20 000 informations par seconde. Et on les traite, ces informations. Premier carrefour. Deuxième carrefour, carrefour de temporalité. Nous devons à la fois gérer l'infiniment court, vous savez que l'équilibre du réseau, ça peut jouer à quelques fractions de seconde, et puis l'infiniment, on va dire le très long, pour le développement des infrastructures. Et d'ailleurs, c'est un temps qui s'allonge, plus en plus de temps pour réaliser des ouvrages. Troisième carrefour, je dirais que c'est un carrefour d'évolution de paradigme industriel. On a longtemps vécu avec un appareil de production qui était composé de centrales commandables. On décidait, elle marche ou elle ne marche pas.
Aujourd'hui, avec le développement des énergies renouvelables, on a des énergies intermittentes. Elles fonctionnent quand il y a du vent ou du soleil. Et ça change beaucoup de choses, vous pouvez l'imaginer. Quatrième carrefour, carrefour de priorité. Pendant longtemps, on a considéré que l'offre, la production, devait suivre l'évolution de la consommation d'électricité. C'est quelque chose qui est en train de changer et on travaille sur une forme d'adaptation de la demande à l'offre. Il y a déjà le signal tarifaire. Quand le prix est cher, vous consommez moins. Donc ça veut bien dire qu'il y a une rétroaction sur la consommation. Voilà les 4 raisons pour lesquelles il nous faut changer. Je vais maintenant citer 2 exemples. L'un dans lequel on s'aperçoit qu'on a, grâce à l'innovation, une réponse à l'obsolescence et une réponse positive. Puis je vous donnerai un autre exemple dans lequel on peut considérer que l'innovation est encore insuffisante pour apporter une réponse satisfaisante aux défis que nous avons à relever. Alors, premier exemple, c'est, je l'ai cité au passage, comment fait-on pour adapter le réseau, le nôtre, celui du transport, mais aussi celui de nos collègues chargés de la distribution d'électricité, à l'intermittence de la production des énergies renouvelables? Eh bien, il faut rechercher des solutions innovantes. Elles sont souvent englobées sous un terme générique, le terme de réseau intelligent, de smart grid, ça fait partie des mots à la mode, mais il y a un contenu. Ça consiste justement à utiliser toutes les ressources possibles de ces nouvelles technologies pour rétroagir entre l'offre et la demande, ou plus exactement que l'offre puisse faire évoluer d'une certaine manière la demande. Alors, il y a toute une série de choses qui se passent à l'insu du consommateur final. Il y a d'autres choses qui sont plus visibles pour ce consommateur final. Je pense au compteur intelligent dont on parle aussi beaucoup. Et nous avons développé, en ce qui nous concerne, des méthodes permettant de suivre, d'anticiper, de prévoir l'évolution de la consommation des énergies renouvelables. Alors, nous n'avons pas de boule de cristal. Nous utilisons des données qui peuvent venir de Météo France, mais on a pu bâtir au fil du temps des modèles de prévision très fiables à 24 heures sur la production éolienne ou photovoltaïque. Donc ces productions restent intermittentes, mais elles sont prédictibles, ce qui permet d'ajuster le restant. Alors ce n'est pas parfait, sinon d'ailleurs on n'aurait pas ces phénomènes d'énergie à prix négatif. Vous savez, l'électricité est une commodité dans laquelle on observe des prix négatifs. C'est lié à d'autres rigidités d'ailleurs qui sont plus liées aux structures qu'à des raisons physiques, mais le fait est aujourd'hui que c'est un problème à traiter. Donc les smart grids nous apportent des réponses positives, indépendamment d'ailleurs d'autres améliorations. Autre secteur dans lequel nous sommes poussés à l'obsolescence ou à la réflexion, c'est la demande sociétale sur l'environnement, une demande légitime, qui notamment pousse à la mise en souterrain d'un certain nombre d'ouvrages. Le seul hic, c'est qu'en très haute tension, on est encore dans des zones de surcoût considérables. La liaison France-Espagne qu'on va faire en souterrain va coûter à peu près 700 millions d'euros, là où une liaison aérienne de bonne qualité en aurait coûté moins de 100. On a un facteur 7. Donc vous comprenez bien que toutes les innovations qui permettront de réduire ces coûts sont bonnes à prendre. Elles ne sont pas encore toutes sur la table, et c'est un domaine où justement, l'obsolescence programmée ne peut pas se concevoir, enfin, sauf à sortir des limites d'une épure économique. Donc, obsolescence, innovation, il y a beaucoup de liens. Ces liens sont parfois positifs, ils sont parfois négatifs, mais en tout cas, pour nous, c'est un moteur important. Merci de votre écoute. Nous allons passer donc à un secteur qui est encore plus en contact avec le client final, puisqu'il est à l'interface de ce que nous faisons quotidiennement, souvent sans nous en apercevoir, c'est-à-dire acheter, vendre avec des objets magiques, dont on ne comprend pas bien le fonctionnement, mais que Philippe Lazare va nous expliquer, parce que c'est un nid d'innovation permanente, à la fois technique, technologique, mais aussi sociale. Bien, écoutez, je vais essayer de m'exprimer devant le micro, ce qui devrait faciliter les choses. Bien, bonjour à toutes et à tous.
Peut-être, avant de parler d'innovation, je vais vous dire quelques mots sur la société, dont je ne suis pas absolument persuadé que vous la connaissiez tous très très bien. D'abord, elle est née dans les années 80, à une époque d'un grand bouillonnement créatif, donc d'un bouillonnement d'innovation, qui anecdotiquement a amené la création de 2 leaders mondiaux. Le premier s'appelle Gemalto et s'appelait Gem Plus. Le deuxième s'appelle Ingenico, s'appelle toujours Ingenico. Ces 2 sociétés qui sont nées d'une vision juste, c'est-à-dire d'une intuition juste de l'usage de la puce électronique embarquée dans les cartes pour en faire un moyen de paiement et un moyen d'authentification, a été une innovation de rupture majeure. Et aujourd'hui, vous n'imaginez pas votre vie quotidienne sans un moyen de paiement dématérialisé. Et les ultimes innovations en la matière étant évidemment tous les paiements dématérialisés, mais n'utilisant plus la carte, et demain utilisant soit le paiement sur Internet, soit plus globalement l'Internet mobile, qui est évidemment la grande tendance. Donc cette société, 30 ans d'existence, elle réalise désormais moins de 10% de son chiffre d'affaires en France, bien que ses centres de décision et son centre de R&D est toujours placé en France. Son chiffre d'affaires était d'1,2 milliard en 2012 et on espère qu'il sera bien supérieur à ça. Donc c'est une démonstration que la vision décliniste qui a pu être de temps en temps évoquée dans la table ronde précédente n'a pas valeur de certitude. Donc voilà où nous en sommes en termes de grande présence mondiale. Notre premier marché est le marché brésilien. Et on trouve dans les 5 premiers pays contributeurs au moins 3 pays émergents, enfin en tout cas au moins 2, qui sont le Brésil et la Chine. La première nationalité au sein du groupe, c'est la nationalité chinoise, la deuxième étant la nationalité française. Donc nous sommes les fournisseurs des plus grandes institutions financières et des plus grandes chaînes de grande distribution, depuis Walmart en passant par Auchan. Je regrette que M. Plassard ne soit pas là parce qu'on souhaiterait bien également avoir Carrefour. Mais on retrouverait dans les couloirs. Mais on y travaille. Mais on y travaille. Bien, le processus d'innovation dans notre entreprise, je veux dire, il fait partie de l'ADN de cette entreprise. Toutes nos actions quotidiennes, c'est-à-dire chaque axe de réflexion que nous donnons, est un axe orienté vers l'innovation technologique. Mais cette innovation technologique, elle a comme socle principal l'évolution des usages. Et je vais développer un peu plus avant ce que j'entends par là. Les applications pratiques du domaine du paiement électronique débordent en fait assez largement le strict domaine du paiement. À titre d'exemple, Ingenico est complètement intégré au sein du processus de Financial Inclusion en Inde. Nous sommes fournisseurs de solutions d'identification pour les citoyens indiens qui sont bénéficiaires de microcrédits. Nous sommes impliqués dans des portefeuilles électroniques virtuels sur les marchés africains, avec des populations qui sont non bancarisées et qui probablement resteront non bancarisées de façon durable. On a intégré la capacité de payer sans contact au sein de nos terminaux. Et l'étape suivante qui consistera à transformer des objets non payants aujourd'hui en objets payants demain, j'entends par là inclure la capacité de paiement au sein d'une tablette, d'un smartphone ou pourquoi pas intégrer dans le poste de conduite d'une voiture, font partie des choses sur lesquelles nous travaillons activement. Donc, les principales pistes d'innovation sur lesquelles nous travaillons pour le futur, et en même temps qu'on travaille sur l'innovation, d'une certaine façon, on travaille sur le principe même de l'obsolescence, puisque vous avez compris que cette société, elle est essentiellement tirée par les usages et les pratiques et la vie quotidienne. Et qu'est-ce qui est devenu l'élément fondamental différenciant de nos modes de vie par rapport à ce qu'ils étaient il y a encore quelques années? C'est clairement l'accès à l'Internet mobile. Je n'aurai pas
ni la curiosité, ni la cruauté de regarder le nombre de smartphones qui sont posés sur les tables en face de vous, mais d'ores et déjà, il est vendu dans le monde plus de smartphones que de téléphones portables classiques. La convergence de tout un tas d'applications liées au mode de vie dans le smartphone est devenue une forme d'évidence. Et donc la convergence du paiement ou l'articulation du paiement autour du smartphone et des tablettes sera évidemment une tendance très, très forte pour les années à venir. Alors, je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais retenez quand même que la société Ingenico dépense entre 8 et 10% de son chiffre d'affaires tous les ans en recherche et développement, ce qui est un effort continu alors c'est 8 à 10% compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires lui-même, signifie que la valeur absolue des chiffres dont nous parlons ne cesse de croître. Donc on a identifié, comme je viens de vous le dire, 3 pistes principales pour l'innovation dans notre univers. Le premier, c'est l'Internet mobile, vous l'avez compris, c'est-à-dire la capacité demain à transformer des outils non paiement aujourd'hui en outils paiement. Et tout ça pour répondre à un besoin qui est devenu le besoin de la mobilité, le besoin de dire pour un consommateur, j'achète où je veux, quand je veux, et acheter, ça veut dire payer, c'est-à-dire je suis capable de faire un acte de paiement sécurisé à peu près n'importe où. La deuxième tendance, c'est l'Internet des objets et la géolocalisation. Vous voyez qu'apparaît autour de nous alors ils n'apparaissent pas de façon absolument visible, mais ils existent quand même, des grands mouvements entre le pouvoir des consommateurs versus le pouvoir des commerçants. Les médias sociaux cherchent à influencer vos choix, cherchent à vous utiliser en tant que masse de consommateurs pour aller chez un marchand plutôt que chez un autre. Cette tendance s'associe beaucoup à la géolocalisation. Demain, et peut-être même parfois aujourd'hui, vous recevrez sur votre smartphone une proposition de réduction de prix. En passant devant une boutique, si vous rentrez, vous pourrez bénéficier de la dite réduction. C'est tout le géomarketing et la géolocalisation. Donc c'est une deuxième tendance qui va être une tendance de fond dans notre univers, et nous y travaillons beaucoup. Et enfin, et presque en conclusion, la troisième piste sur laquelle nous travaillons en matière technologique, c'est évidemment tout ce qui est la cloud technologie, c'est-à-dire l'hypothèse maintenant assez probable que les outils de paiement seront d'une certaine façon libérés de leurs applicatifs, les applicatifs étant logés quelque part dans le cloud et appelés et tirés d'une certaine façon par les objets payants au fur et à mesure de leurs besoins. Donc, pas d'obsolescence programmée. Les seules obsolescences que nous introduisons d'une certaine façon, c'est notre capacité à répondre aux besoins sans cesse différents, à la fois des consommateurs et des marchands. Et ce rapport à la consommation, cher Becbédé, vous le connaissez bien, vous êtes un gros consommateur de jeunes start-up. Hein, donc vous chassez l'innovation, vous consommez de l'innovation. Oui, bon, merci. Un petit peu? Non? Ah oui, bien sûr. Bon, alors racontez-nous. Alors j'y vais. Merci, je suis entrepreneur et c'est vrai que je m'implique aussi dans la vie publique. J'avoue que j'ignorais totalement le concept d'obsolescence programmée avant d'être invité aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc j'ai appris des choses, mais j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Donc pour moi, qui suis le thème, le principe de l'obsolescence programmée, c'est limiter la durée de vie des objets afin que le consommateur soit obligé de consommer. Alors, il y a l'obsolescence programmée par incompatibilité. Par exemple, c'est le cas d'un programme dont le format change entre deux versions, un programme informatique dont le format change entre deux versions successives. C'est l'obsolescence esthétique. Ça peut être l'obsolescence esthétique. Mais il est allumé pourtant. Ah oui, c'est éteint de la scène. C'est l'obsolescence, donc par incompatibilité, pardon, je répète, c'est le cas d'un programme informatique dont le format peut changer entre deux versions successives. Ça peut être l'obsolescence esthétique. C'est le cas des marques qui lancent des opérations marketing dont le but est de créer des modes et de discréditer d'autres. Alors Bethléem nous en parlera tout à l'heure. Ça peut être aussi l'obsolescence technique, bien sûr, alors peut-être avec des composants qui
s'autodégrade volontairement, mais alors franchement, moi, j'y crois pas. Alors ça, est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une réalité? Il y a un peu de réalité si vous prenez, puisque vous parliez des smartphones, les batteries de nos smartphones, de nos téléphones. Ce sont des batteries au lithium-ion et on ne nous dit pas qu'il ne faut pas les mettre à recharger trop longtemps. Parce qu'autrefois, il y avait des batteries au plomb et là, il fallait les recharger pendant toute la nuit. Là, maintenant, si vous faites ça, ça abîme les batteries et donc il faut changer le téléphone plus fréquemment. Donc ça c'est une réalité. Par contre, des composants électroniques à l'intérieur de nos appareils qui s'auto-détruisent ou s'auto-dégradent avec le temps, j'avoue que je n'y crois pas du tout. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, évidemment, des problèmes environnementaux, de gaspillage, de gestion des ressources. C'est aussi, je reprends l'exemple des batteries lithium-ion, évidemment, ce sont des métaux rares et c'est un scandale environnemental que ces batteries s'auto-détruisent trop rapidement pour accroître les profits de ceux qui les fabriquent. Bien. C'est aussi un problème pour l'innovation de rupture, parce que avec ce phénomène, on va favoriser l'innovation incrémentale, ce qui est une bonne chose, mais on va peut-être freiner les innovations de rupture dont on a besoin. On n'aurait pas eu les Facebook, on n'aurait pas eu les lentilles de contact si, à un moment, il n'y avait pas eu une rupture technologique très importante. Et je pense que donc ces innovations, l'innovation par obsolescence programmée peut freiner ces grandes découvertes de rupture. Et puis, c'est pas vraiment, ça peut être aussi un frein au progrès réel pour la société et l'être humain. Et là, je vais citer, puisque nous sommes dans une ancienne chapelle et que le nouveau pape a publié une encyclique hier, je vais donc rappeler que le profit est utile si, en tant que moyen, il est orienté vers un but qui lui donne un sens relatif aussi bien à la façon de le créer que de l'utiliser. Et donc ça, c'est le pape émérite Benoît. Et donc la question, c'est l'innovation doit-elle être au service de l'économie ou au service de l'être humain dans son développement? Alors, qu'est-ce que l'innovation? Eh bien, l'innovation ne doit pas être simplement un progrès technique. Et là aussi, je cite le pape émérite. L'innovation, c'est l'impulsion qui pousse l'homme à faire toujours mieux afin d'affirmer la maîtrise de l'esprit sur la matière et d'être moins esclave des choses. C'est caritas in veritate. C'est la base de la notion de progrès. Et alors, maintenant, quelle est la place de la France dans cette innovation? Eh bien, malheureusement, le classement publié récemment par l'INSEAD et l'Université de Cornell cette année indique que la Suisse est en première position, la Suède en numéro 2, le Royaume-Uni en numéro 3, les Anglais et la Corée du Sud 18, et malheureusement nous sommes en 20e position. Et c'est vrai que les dépenses de R&D en France par rapport au PIB, on est à 2,2% du PIB, c'est loin derrière beaucoup d'autres pays comparables, et c'est tout à fait regrettable. Puis il y a également une autre chose, c'est le fameux, ce qu'on appelle le efficiency ratio, c'est-à-dire c'est le ratio des produits de l'innovation sur les moyens qui sont déployés, et il est de 0,79. C'est-à-dire qu'il y a destruction de valeur, en fait. Hein. Donc, au-dessus de 1, c'est bien, en dessous, c'est pas bien. Et là, on est en 63e position. Alors, ce classement a été fait à partir de différents critères d'évaluation, en regardant nos infrastructures, nos investissements en R&D et toute une série d'autres critères. Donc, il faut tout faire pour stimuler l'innovation en créant un écosystème. Et c'est d'abord humain. Donc ça a été dit tout à l'heure, il faut que les jeunes parlent aux moins jeunes, il faut qu'il y ait un rôle majeur des universités, il faut permettre à des personnes de domaines très différents, des doctorants, des entrepreneurs, des investisseurs, de se rencontrer, de discuter entre eux, ce que fait très bien sûr la Silicon Valley, mais aussi Israël et d'autres pays. C'est comme ça que M. Hewlett et M. Packard se sont rencontrés, c'est comme ça dans le monde scientifique que Einstein, à un moment, rencontre un spécialiste des tenseurs mathématiques et va découvrir la relativité générale. Donc c'est aussi l'innovation dans les sciences. C'est comme ça que les grands VC américains, en dialoguant avec les entrepreneurs, nous épatent en sortant des innovations extraordinaires régulièrement. Et
on y arrive en France, mais il faut être beaucoup plus... il faut tout faire pour favoriser ce terreau de l'innovation. Et les pouvoirs publics peuvent aussi favoriser cela avec notamment le monde de la finance, en aidant les créateurs d'entreprises à conserver une vision long terme et en aidant aussi les investisseurs à être moins frileux, c'est notamment, c'est-à-dire favoriser l'investissement par les entrepreneurs ayant réussi. Donc attention à ne pas avoir une fiscalité trop confiscatoire et qui pousse à investir dans des produits non risqués. Et c'est aussi le besoin que nous avons d'investisseurs long terme, les fonds de pension. Malheureusement, nous n'en avons pas en France. L'épargne retraite qui n'investit pas assez dans le risque. Alors, vous l'avez compris, donc l'innovation, oui, 100%, bien sûr. Mais il y a un domaine où l'innovation et l'obsolescence programmée peuvent se justifier et trouvent tout son sens. C'est la politique. Il est plus que souhaitable, en effet, de favoriser le renouvellement des hommes et des femmes qui gèrent les affaires publiques, car la tâche est très ardue, et il peut y avoir un peu de cynisme dans le monde politique face à l'ampleur de la tâche. Et donc il faut aussi le renouvellement empêche qu'il y ait trop de risques de conflit d'intérêts. C'est aussi un moyen d'assurer que les personnes qui sont en charge gardent leur enthousiasme et leur énergie tout au long du parcours. C'est aussi un moyen peut-être d'avoir une meilleure représentativité de la population. Et là, un peu d'obsolescence programmée, ça ne serait pas du luxe. Merci de votre attention. On va continuer sur l'innovation et l'obsolescence. Et là, on va avoir un regard de juriste qui va faire la transition peut-être avec les intervenants que nous aurons après. Et c'est Lorraine Donnedieu de Vabre-Tranier qui va nous donner cette perspective. Lorraine. Bonjour à tous. Alors, face à un mot technique que vous imaginez les avocats appréhendent forcément mal, on a plusieurs réflexes. D'abord parce qu'on est avocat, donc on fait confiance bien sûr à notre intuition. Ensuite, on est saisi par le doute. Et puis, face aux problèmes que ça pose, on essaye très très modestement d'apporter des solutions. Alors, l'intuition immédiate, vous, je ne sais pas, mais moi, obsolescence programmée, ça me fait penser à un gigantesque cartel non détecté. Alors, non pas un cartel banal d'entente de prix, etc., mais une entente pour limiter artificiellement la durée de vie des produits et pour assurer les commandes suivantes, et surtout dans des marchés matures, évidemment, où la demande nouvelle ne suffit pas à assurer la croissance de la production. Alors, ce n'est pas du tout une question iconoclaste. Il y a un précédent, c'est le cartel de Phébus, en 1924, bon, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, mais voilà. C'était des fabricants d'ampoules à incandescence, alors Osram, Philips, la Compagnie des Lampes, enfin bref, tout le monde. Et ils fabriquaient des ampoules qui avaient une durée de vie de l'ordre de 2500 heures. Et ils se sont accordés pour limiter la durée de vie de leurs produits à 1000 heures. Et dans le même temps, et on va y revenir, ils ont déposé énormément de brevets qu'ils n'ont jamais utilisés. Donc voilà, obsolescence programmée, cartel, la première intuition. Mais donc ensuite, évidemment, on est saisi par le doute, nous autres, les avocats, ça nous arrive. Et donc, dans le mot obsolescence programmée, moi, le doute que j'ai, c'est sur le mot programmé. Pour moi, ça coule absolument pas de source. Pourquoi? Parce que, donc là, quand on regarde très rapidement les données qui existent sur l'obsolescence des produits, c'est des lieux communs. Les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Les nouveaux produits ne viennent pas satisfaire une demande nouvelle de primo-équipement, mais chaque innovation se traduit par rééquipement général. Enfin, tous les jours, on fait ça. C'est très simple. Et pour autant, quand on regarde les études, et malgré ces apparences, eh bien, il n'apparaît pas de façon claire une tendance lourde à la diminution de la durée de vie des produits. Et au contraire, la qualité augmente. Alors, je prends un exemple de voiture. Si on avait laissé notre Twingo vieillir plus longtemps que la 4L, elle était évidemment d'une qualité absolument incomparable,
Puis alors, pour complexifier un peu les choses, les prix de ces produits aux qualités incomparables ne cessent de baisser, ce qui rend leur réparation évidemment tout à fait inutile. Et les chiffres sont très clairs là-dessus, donc on ne répare pas, on achète à nouveau. Alors, forcément, si on se tourne côté fabricant, donc sur le pot programmé, obsolescence programmée, on se demande à quoi ça sert d'utiliser des pièces qui dureront 20 ans dans des appareils qui ont une durée de vie de 5 ans. Bon. Et quant aux consommateurs, c'est-à-dire nous tous, eh bien, on cherche toujours le produit le plus nouveau, le plus performant, le plus up-to-date. S'agissant des appareils de téléphonie mobile, où je crois qu'on en change tous les 18 mois, chez les jeunes, c'est encore plus. Donc, moi, je me demande si programmer, on ne pourrait pas remplacer le mot par accélération de l'obsolescence naturelle. Vous avez dit, il y a des choses positives à ça. Et d'ailleurs, nos anciens économistes en avaient fait un instrument de politique économique pour relancer la consommation aux États-Unis et pour aider à sortir les États-Unis à l'époque de la dépression. Il me semble que la prime à la casse relève un peu de cette politique. Reste qu'il y a un méga problème environnemental. Et là, les chiffres, vous les connaissez, hein, mais moi, il y en a un qui m'a frappé. Notre sac à dos écologique, entre guillemets, s'alourdit. Un ordinateur, alors je sais bien que des ordinateurs qui pèsent 3 kilos aujourd'hui, ça n'existe plus tellement, c'est plutôt 500 grammes. Mais bon, les chiffres étaient là. Pour 3 kilos d'ordinateur, il y a 434 kilos de déchets. Donc c'est absolument colossal. Et donc je ne vois pas comment on peut, dans ces conditions, véritablement parler de programmation. Voilà. Alors, face à ce problème environnemental, quelles sont les solutions? Je ne parle pas de décroissance, je pense que c'est absolument inaudible, mais parlons de droit et la norme. Alors, il y a des normes européennes, et comme on parle souvent mal de l'Europe, eh bien, il faut rappeler que dans ce domaine, eh bien, l'Europe a élaboré des directives, et je pense notamment à des directives sur les batteries, Charles qui en a parlé, pour prévoir que les batteries et les accumulateurs soient bien amovibles pour être remplacés, recyclés et donc réduire la pollution. Il y a en ce moment des tas d'autres projets à l'échelle européenne pour identifier les composants des produits et les rendre recyclables. Personnellement, moi, je me demande si on ne pourrait pas reprendre la bonne vieille idée de la consigne qui encouragerait le consommateur à rapporter le matériel dont il ne veut plus. Il y avait quelque chose dans la loi Hamon, là, ça a disparu, je ne sais pas si ça va revenir, c'était l'obligation d'informer sur l'existence et la disponibilité des pièces détachées dans un produit. Mais de façon plus ambitieuse, j'ai envie de dire, il me semble que nous devrions nous interroger sur la politique de l'innovation et éventuellement ces 20 ans, vous savez, c'est communément admis, ces 20 ans, les brevets, c'est évidemment une garantie forte pour ceux qui innovent, mais c'est aussi un instrument de rigidification et surtout, vu l'augmentation du rythme de renouvellement technologique, moi je me demande si on ne pourrait pas s'interroger sur une réduction différenciée de la durée de protection des inventions. Alors, j'ai bien conscience que ces réflexions seront très vraisemblablement rapidement obsolètes vu l'accélération de nos cycles économiques. Et je crois que nous avons tous en tête une rupture technologique majeure qui s'appelle l'imprimante 3D. Alors, on pourrait se dire que c'est de la science-fiction, l'imprimante 3D, mais d'abord ça existe, ça vaut déjà moins de 2 000 €. Et puis surtout, j'ai noté que le président Obama, dans son discours sur l'état de l'Union, le 13 février, avait parlé des imprimantes 3D. Il a donc, et je crois que nous devons nous interroger sur ce point, évoqué l'obsolescence du monde tel que nous le connaissons. Peut-être que notre ami Anil Gupta, qui enseigne en Inde, mais aussi en Europe, pourra nous donner son appréciation des politiques de l'innovation telles qu'il les conçoit dans ce qu'on appelle les pays émergents et aussi ailleurs. Thank you.
In 2009, I wrote an open letter to President Obama when stimulus funds were being used to pay bonuses to the banking executives for having done a bad job. And I said if 10% of the stimulus funds could be used for promoting innovations worldwide, it will achieve two things. Instead of bringing people to US, that in the form of immigration, it will bring ideas. And incubation will take place in situ. That means wherever ideas exist, you could invest in them there, holding a small equity. At WorldWatch site, you can find this article. Somehow, it did not happen. So there are two kinds of obsolescence that we must pay attention to at the beginning. One is corporations plan obsolescence so that they can get new models. Government, unfortunately, are not able to plan obsolescence. So old mindsets, old practices, old methods of working continue for a long time. And that means that a lot of people remain out of the services, out of the reach of the programs which are supposed to serve them. So we have a paradox here. On one side, one section of economy is trying to plan obsolescence, coming out with new ideas. And on the other side, the governmental system is becoming more and more lethargic, much less responsive to new ideas, much less keen and hungry for new ideas. How do we reconcile that? So let us share some ideas that we have found in our country, and I would like to share how we transformed the innovation ecosystem in India. 25 years ago, Honeybee Network started. This logo that you see, nameless, faceless person comes in contact with the network, gets an identity. That is what we tried to do 25 years ago. And we said, all right, entire ecosystem assumes that R&D is equal to innovation. Innovations take place in large corporations, they take place in large laboratories. How do people survive? Millions of people who do not have access to the government, who do not have access to the markets, how do they survive? Obviously, they must be surviving by doing something right. So we started looking for ideas and innovations by common people. And we said, let us see what are the characteristics of solutions that common people generate. So today, we have about 174,000 ideas, innovations, and traditional knowledge practices from 545 districts of our country. Never before the mind of the common people was mapped. And that is why I often say, mind on the margins are not marginal minds. These minds could have tremendous insight, and I'll give you some examples. How we have to plan obsolescence of mindsets more than just the aesthetics and the products. We should try to change the mind. And that once the mind becomes, approach of thinking becomes obsolete, we will be able to come out with new ways of thinking. So there were two brothers, Mushtaq Ahmed and Mehtar Hussain, in Assam, northeast of our country, economically backward region. They designed a windmill of 70 euros. 70 euros, you heard it right, bamboo windmill, for irrigating a small paddy field. So what will this windmill do? It will pump, hand pump, and take the water to the field. What these brothers did, they asked two questions which we don't ask. First question they asked, does it matter whether you irrigate the paddy field in 4 hours or 40 hours? Second question they asked, does it matter whether water comes smoothly or in spurts? The answer was very clear. It doesn't matter. In fact, slower the irrigation, better it is because less nutrients leach. Now, there are two heuristics which follow from this example. Maximizing output per unit of time is not always good. Can you imagine? Who would think of? Can we teach our students that, look, you should not plan to maximize output per unit of time always? There are cases where slower output per unit of time is more sustainable. Similarly, second heuristic, don't always plan smoother flow. But sometimes in spurts, the cost of making it smooth is much more, and there's no additional benefit. Whether water goes to the field in spurts or continuously, doesn't matter. What I'm trying to say is that one can learn at 4 levels from these common people's innovation: artifactual, analogic, heuristic, and gestalt. And at all the 4 levels, we will find new lessons being learned. Let me give you another example. How obsolescence
of mindset can generate new options, more inclusive innovations, more sustainable innovations. We all of you must be having a refrigerator in your house. And all of you know that refrigerator, apart from keeping things cool, also produces heat. Do you know of any company in the world which uses the heat of the compressor? No company uses the heat of the compressor, right? It goes into atmosphere. A young student, Dhruv, in Mehsana, in a small engineering college, not a very eminent college, not a very big place, very small town, very small college, put a heat exchanger alongside the compressor, took the heat away, made a hot chamber where you get hot water and keep the food warm. When you take the heat away from the compressor, the life of the compressor increases and the electricity consumption goes down by 20%. This is the model of innovation that India is trying to propagate. Less consumption of energy, more output. Frugal, flexible, friendly, and affordable. Now, how does it happen? It simply happened because that little fellow said, look, this heat I can harness. I can harness this heat and make it useful. More and more innovations of this kind will happen. There's a report which came out last week in UK during 2009 to 2013, the period of economic slowdown. The sector which grew the fastest was the circular economy. The sector of the circular economy generated $100 billion business in UK in the last 5 years. People are suddenly beginning to realize there is something to be done about circular economy, as many of you know, is about the whole reuse, recycle, and I would even add to the word rejuvenation. How do you rejuvenate the part? You made a very interesting point that many components in a device have life far longer than the device. So Lufthansa had a challenge. The aeroplanes that they flew would have life, let's say, of 25 years, but the seats in the aeroplane have a life of 200 years. Now, why do you junk the seats along with the plane? So there is a separate company set up which take the seats away, refurbishes them, and they sell it as a home furniture. Great idea, isn't it? Because you have now been able to find the new way of elongating the life. So imagine in future, there will be a fatigue factor mentioned on every component of every device. And this fatigue factor will tell us what the life of that component is, which means there will be a whole industry coming up for using these components and rejuvenating them, not recycling them only, rejuvenating them for their potential life, so that you slow down the rate of obsolescence of these components. Indian story of economic development would be absolutely impossible if we didn't have a very robust system of repair, recycling, rejuvenation, and using old components for developing new products. But problem comes with regulatory. The regulatory system is not designed for a circular economy. For example, about 10,000 farmers in Gujarat state developed motorcycle-based plowing machine. In the vineyards of France, one of the problems that you are facing is that because of heavy machinery, the soil has been compacted. Because of compaction of the soil, the aeration doesn't take place enough. The quality of the grapes is affected. You need light machine. Light machine, one of the lightest machine is a motorcycle. Just attach a flywheel to the back wheel, reduce the RPM from 2,500 to 1,200, torque increases, use that to plow your vineyards on slopes. Your problem will be solved in various kinds. Now, this innovation will come from farmers in India, what some people call as reverse innovation. So obsolescence need not take place in the same company. Facet company lost out when the electronics calculator and typist came. Somebody else makes you obsolete. My suggestion is we should think of a model which builds upon creativity, collaboration, and compassion. We should think about a way in which new economy will grow through large-scale distributed ideas which will come together for solving a problem. So you have a triangle of innovation, investment, and enterprise. Innovation can take place in India, investment can come from France, enterprise can be set up in Ethiopia. And this is, to me, the future of globalization. So let me complete by saying that the slowest growing species of trees have the wood which lasts longest. Do you know that?
the furniture of the wood, which still is there in the chapel, 500 years ago, 400 years ago, old wood, was of the trees which grew very slowly. We have gotten trapped into this fast growth and its implications. We think development in a particular way and externalize all the waste, so to say, the cost of recycling, reusing those waste. So faster the species grow, shorter is the life of this product. So let me conclude by saying that autopoiesis model of innovation, which I have argued, is a model which has self-correcting, self-design capabilities. Our body has mutations all the time in different cells. If our body did not have the ways of correcting that, we would have cancer all the time, but we don't, because we are able to heal ourselves. The future of innovation ecosystem depends upon giving users, giving communities power to redesign things that they want, and there could be a network between formal system and the informal system. That is the message of the Honeybee Network. Thank you so much. Eh bien, c'est ce qu'a fait Bethléem. Elle a repris à la base des industries que nous connaissons depuis très longtemps, et puis elle en a fait quelque chose de tout à fait nouveau, très différent, et qui ont un succès aujourd'hui quasi planétaire. Donc elle va nous expliquer comment elle perçoit cette évolution. Et donc c'est à Bethléem. Et puis pour ceux qui se lèvent sans arrêt, qui peuvent éventuellement nous quitter ou nous rejoindre, faites attention au bruit des chaises, s'il vous plaît, quand l'orateur s'exprime, c'est parfois assez gênant. Merci. Bethléem. Okay. Thank you very much. When people think about innovation, they always think about technology and something like that. But innovation for me is that to be able to use the talent that you have around you to turn it to the market and then to be able to create some kind of product and then be able to compete with others. That's what innovation for me is. So innovation for me, again, is the drive force of my company. Without that, I wouldn't be here today to talk about it. Most of the company today, they run their day-to-day businesses based on the innovation. And innovation can come from me and other workers around the company. It's about a leadership. You can also show innovation through your leadership. Why I'm saying that is by giving an opportunity for employees, by empowering employees, they can understand what you're trying to do, and then they can transform the knowledge that they have to another people. That way, you're not gonna lose your workforce, the workforce that you trained for a long time. The other thing that I see happening is, in today's life, customers drive companies. We don't drive customers. Why I'm saying that is because I'm in the fashion industry, specifically in footwear. People buy products for different reasons. If you don't convince people to buy your products, they don't have a way to know about what you're doing to buy your products. Somehow you have to integrate with technology in what you're doing to introduce the new innovation that you created. For me, innovation is to see the present, the past, the present, and the future. Why I'm saying that is, in my day-to-day activity, I see what people was doing before, for the last 20 years or 50 years. I do research. And then the present, today, what people are trying to accomplish. In the future, as a person and as a company, where I want to go. So that's going to tie to the innovation that I'm coming up, the idea that I'm coming with every day. Most of the companies today, they're changing the way they do business every day because of the innovation. What's happening today is that there is no stability in the market because of the innovation again. If I buy one product today, if somebody is giving me a better product tomorrow, that means
I prefer that one over the other one. Because of that, we have to keep innovative to be able to have more market and then to be able to penetrate more market and to sell constantly. For me, innovation support or helps me to engage with the customers through online business. Why it's important is also the customers and the employee, when they get a perfect or a good, when you meet their requirements and needs, then the word of mouth is going to continue. People are going to talk about your innovation and what you're all about. So for me, the past was the culture that I have. When I grow up, I have been watching a lot of things being made by hand. And then the other thing was that I'm looking for people doing things by hand. So in today's world, to give a zero carbon product for people who are conscious about the environment is a perfect choice. About innovation, it's a DNA of lots of companies today. For me, this ethos have to support and help me and others. Thank you very much. Bien, écoutez, on va être... Merci beaucoup, Bethléem. Alors, il y a une grande frustration, je pense, qui va naître dans cette salle. Nous avons malheureusement commencé avec 20 minutes de retard et j'ai cru comprendre que les organisateurs tenaient absolument à ce qu'on laisse plus de temps à la table ronde qui va suivre. Et donc, je vais être obligé de conclure tout de suite. Je crois que nous n'avons, Marc, peut-être un mot de conclusion, mais nous n'aurons pas les échanges que je souhaitais avoir entre la salle et les intervenants. Donc Marc, un petit mot quand même pour conclure cette excellente session. Oui, vraiment un mot seulement. En vous écoutant, j'ai apprécié à quel point les frontières de ma classification pouvaient être poreuses. L'obsolescence, elle peut être à la fois ambiguë, programmée, malvenue ou débordante. Ça, c'est la première remarque. Les classifications sont faites pour être contestées, pour être soumises au doute. Et puis, l'autre conclusion que je vous propose, c'est, au fond, j'ai senti qu'il y avait deux niveaux, et je m'en réjouis, à la fois le niveau des innovations internes, complexes, que les très grandes entreprises sont obligées de gérer, car je le répète, c'est un enjeu de compétitivité absolument majeur, mais il y a également un autre niveau qui est celui des grassroots innovations, et là il faut effectivement penser des innovations qui viennent de l'extérieur, des innovations externes, et les derniers exemples ont été de très belles illustrations de ce deuxième niveau. Merci à tous.